sa réunion sous la houlette de Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne. Ce que l'on peut retenir en tout cas au terme de ces travaux est que l'Union n'a guère d'espoir donc de peser dans l'immédiat sur l'enchaînement effectivement des événements observés du côté du Moyen-Orient, et pour certains analystes cela serait lié à la position un peu plus ambiguë des États-Unis qui, de l'avis de Sergei Lavrov, le patron de la diplomatie russe, pense d'ailleurs que les États-Unis veulent saper les efforts de règlement du conflit israélo-palestinien. On fait donc le point autour de cette autre journée meurtrière entre la Palestine et l'entité sioniste Israël, avec nos invités qui nous retrouvent dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Ali Yeha, vous êtes journaliste d'investigation depuis le Liban, spécialiste d'ailleurs du Moyen-Orient. C'est un réel plaisir que d'être à vos côtés. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir pour vous et bonsoir pour tout le monde. Alors, Ali Yeha, nous restons rapidement avec vous pour faire effectivement le point autour de cette journée assez folle où certaines sources laissent véritablement penser qu'il y aurait l'entrée en scène du Hezbollah libanais. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, et bien sûr, maintenant nous sommes dans une phase de tension contrôlée. Les opérations limitées de Hezbollah restent jusqu'à maintenant dans le cadre des règles d'engagement établies. Mais l'évolution de la situation à Gaza et l'escalade des massacres israéliens et le franchissement des lignes pourraient pousser le Hezbollah libanais à s'impliquer dans la bataille. Aujourd'hui, Hezbollah a indiqué qu'il a attaqué un site israélien militaire au sud de Liban, et hier il a annoncé qu'il y a 3 soldats ont été tués, ils sont de Hezbollah. On a donc finalement l'impression que le Hezbollah et le Hamas semblent avoir enterré l'arche de guerre qui avait pourtant, bien entendu, tiraillé les deux organisations. On se rappelle à l'époque, notamment des conflits du côté de la Syrie. Est-ce que on est désormais, c'est un amour parfait entre le Hamas et le Hezbollah, si oui, sur le cas en tout cas de cette offensive militaire sur Israël? Oui, bien sûr. Maintenant, après 3 jours de début d'opération Hamas sur le territoire d'Israël, l'État hébreu a annoncé lundi la mise en place d'un siège de la bande de Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz. Et alors, l'attention et l'anticipation dominant la situation au Liban. Il y a un mouvement de fuite de sud du Liban. Alerte de combattants de Hezbollah et communication entre Washington, Paris et Londres avec le gouvernement libanais pour faire pression sur Hezbollah. Alors, afin d'empêcher une escalade et menace américaine claire contre le Liban, faite après d'envoi d'un porte-avions américain. Alors, la communication entre Londres, Paris et autres pays avec le gouvernement libanais pour arrêter Hezbollah de faire quelque chose que pourrait prendre la région pour une guerre entre Israël et entre Hezbollah et Hamas et les autres factions palestiniennes. Alors, Ali, est-ce que, vu que vous semblez être péremptoire sur l'entrée en scène du Hezbollah, est-ce que cela officiellement ne fragiliserait pas définitivement Israël, parce qu'on aurait donc la mise en place de notre front de combat qui serait donc bien entendu mise en place au Liban du Sud, avec notamment celui de la bande de Gaza. Ça fait quand même plusieurs lignes de front contre Israël. Est-ce que ce ne serait pas signé, bien entendu, voilà, l'arrêtement, passez-moi l'expression, d'Israël, si jamais cette ligne de front venait à être maintenue? Mais pardon, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, je me reprécise. Est-ce que l'entrée en scène du Hezbollah compliquerait davantage les affaires d'Israël, parce qu'il y aurait une autre ligne de front qui serait donc ouverte, la seconde du genre, au sud libanais contre finalement Israël? Oui, bien sûr. Maintenant, il y a plusieurs... Hezbollah a jusqu'à maintenant 110 soldats au Liban. Plusieurs soldats maintenant sont dans le sud du Liban. Il attend quelque chose, il attend les communications contre Hezbollah et Hamas et Gaza, et ce qui doit passer
dans les prochains jours, parce qu'Israël a annoncé aujourd'hui que 300 000 soldats d'Israël doivent commencer la guerre contre le Gaza. Et alors, il faut attendre les prochains jours pour voir qu'est-ce qui se passe. Et vous faites bien de convoquer cet élément, Ali Yeha. C'est près de 60 000 réservistes qui ont donc été supplémentaires de Tzahal, qui ont donc été bien entendu mis à la disposition de l'État, de l'entité sioniste, pour aller cette fois-là se dresser donc en ligne de front contre le Hamas. C'est donc au total près de 360 000 soldats désormais mobilisés par Israël pour essayer bien entendu de faire face à cette bonne, on va dire, disposition du Hamas, associé notamment au Hezbollah. Alors, on l'a dit à l'entame de cette émission, Ali, les morts se comptent désormais par milliers. Est-ce à dire finalement que dans les jours qui arrivent, l'on va en dénombrer davantage finalement? Une guerre, et la guerre doit continuer pour les semaines prochaines. Plusieurs mille, il doit être plusieurs mille de morts israéliennes et palestiniennes, et personne ne peut jusqu'à maintenant savoir qu'est-ce qui doit passer. Yeha, vous êtes journaliste d'investigation libanais, spécialiste effectivement des questions du Moyen-Orient. Vous resterez certainement à nos côtés dans les prochaines éditions pour nous permettre d'en savoir un peu plus, et nous ouvrons donc cette édition particulière au reste de nos panélistes. Gamal Abina, vous êtes internationaliste et nous vous accueillons avec cette information rendue un peu plus officielle dans l'après-midi, celle donc de la mise à la disposition de près de 60 000 autres réservistes donc qui vont bien entendu investir le front de guerre. Information donnée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors, est-ce que quand on convoque ces éléments, Gamal Abina, cela changerait finalement l'image de ce conflit entre Israël et la Palestine? Ça ne changera absolument rien. La seule chose qu'il faille retenir, c'est que Israël, en déployant 360 000 militaires de réserve, tente d'inverser l'humiliation qu'elle a subie. Et aussi, système de renseignement, Mossad, Shin Bet ont été incapables de voir venir le coup 50 ans après la première guerre israélo-palestinienne. Alors, Gamal, mettez vos écouteurs pour vous permettre d'être beaucoup plus audible avec nous. Dalido, je vous retrouve rapidement. Vous êtes analyste politique. Dalido, oui, la position de l'Union européenne, on reviendra tout à l'heure pour convoquer les positions américaines. La position de l'Union européenne, elle semble tout aussi inquiétée quand on a du mal à voir la même hargne, la même verve, la même détermination qui a été celle de l'Union quand ça a été le cas notamment de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Est-ce parce que le conflit est beaucoup plus loin des limites de l'Union, ou alors on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir jouer, pour arbitrer, bien entendu, ce conflit qui prend quand même des proportions assez inquiétantes? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que Israël... Alors, vous m'entendez? Jimmy. Alors Israël est l'enfant sacré des États-Unis. Faut pas oublier que Israël est on va dire le bébé de l'impérialisme nord-américain qui a été créé pour on va dire qui a permis. Vous savez, c'est un petit peu comme le toutou en laisse qu'on envoie pour attaquer. Bon ben, c'est un petit peu cette image-là. L'impérialisme nord-américain a utilisé Israël pour asseoir sa domination mondiale après la deuxième guerre mondiale, qui était un partage du monde, finalement, un partage du monde entre différents pays impérialistes. Donc, les États-Unis ont utilisé Israël pour ça. Vous savez, on le sait que à l'époque du plan Marshall, l'impérialisme nord-américain dominait le monde, que c'était un monde unipolaire, et son enfant Israël a été utilisé au Moyen-Orient pour justement coloniser la Palestine, pour coloniser et pour asseoir sa domination au niveau
chez les Palestiniens. Alors je voudrais quand même écarter une confusion, parce que vous savez, ici en France, dans les médias, il y a une grosse confusion qui est faite entre l'antisémitisme et l'antisionisme. L'antisémitisme est évidemment un poison. L'antisémitisme est un piège. L'antisémitisme est mauvais. Par contre, l'antisionisme est nécessaire. Il faut développer l'antisionisme. Je rappellerai quand même que beaucoup de juifs d'Israël certains juifs d'Israël sont antisionistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas d'accord avec la position de leur gouvernement. Et on constate effectivement depuis 1947, même depuis avant, on va pas revenir sur l'histoire, on se souvient des accords Sykes-Picot en 1916, on se souvient des accords de San Remo en 1920, et à l'époque déjà, l'impérialisme anglais et français, entre autres, prévoyait de dépecer la Grande Syrie, le territoire de Grande Syrie, parce qu'à l'époque la Palestine et Israël n'existaient pas, c'était deux zones d'un grand territoire ottoman qui s'appelait la Grande Syrie. L'impérialisme anglais, français, nord-américain voulait dépecer la zone, et ils ont fait ce qu'ils savent faire, et la stratégie des deux fers au feu, pendant qu'ils faisaient de fausses promesses au roi Faisal Ier et au futur peuple palestinien. Pendant cela, il crée d'autres accords, notamment avec Chaim Weizmann, un des dirigeants de l'organisation sioniste mondiale. Et déjà, les puissances occidentales à l'époque avaient prévu d'établir leur domination sur plusieurs zones, notamment la future Syrie. On a dit ça, on a compris que la lutte antisioniste, elle est évidemment corrélative de la lutte anti-impérialisme. On a compris que les États-Unis ne veulent pas la paix. Oui, l'impérialisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est faire la guerre. Il veut pas la paix. Donc, deuxième chose, faut pas oublier une chose, c'est que le monde qui se dessine actuellement, le monde multipolaire qui se dessine, exige le positionnement de certaines régions. Là, on sait que le continent africain devra se positionner. On sait que le Moyen-Orient est une zone fondamentale pour les deux blocs, pour que ce soit pour le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest. Donc c'est une zone fondamentale. Donc ils vont vouloir dépecer la zone en faisant en sorte que Israël garde la mainmise, conserve sa domination colonialiste, parce que l'armée d'Israël est d'abord une armée colonialiste qui martyrise, opprime et tue le peuple palestinien depuis des décennies. C'est ça qu'il veut, c'est que Israël garde la mainmise, garde sa domination sur la Palestine, étendre les métastases israéliennes en Palestine. Ils veulent dissoudre la Palestine, et en passant donc forcément en finir avec l'héroïque résistance du peuple palestinien. C'est ça que veulent les États-Unis, et pour lui, il faut que ça aille vite. Parce que le nouvel ordre mondial et les nouveaux accords de marché se présentent. Les nouveaux accords de marché dédollarisés se présentent. Donc si le Moyen-Orient se positionne du côté, si une partie du Moyen-Orient se positionne du côté de l'Est, ça va faire mal pour les États-Unis. On sait que le 1er janvier 2024, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui sont en ce qui concerne le contrôle de la mer Rouge et notamment le détroit de Tiran, etc., eux, ils vont pas forcément se positionner pour Israël. En tout cas, ils vont pas se positionner pour la simple bonne raison que l'Égypte et l'Arabie Saoudite vont intégrer le bloc de l'Est, vont intégrer les BRICS. Donc s'ils vont les intégrer avec les nouveaux marchés qui arrivent, ces perspectives économiques, sociales, politiques nouvelles, l'Égypte et l'Arabie Saoudite vont pas s'asseoir dessus. Donc ils vont se la jouer, ils vont marcher sur des œufs, mais ils vont être des éléments clés. En tout cas, l'impérialisme américain ne veut pas ce qu'il veut, c'est la guerre. Rapidement, pour vous permettre d'évacuer votre première réflexion, notamment sur cette mobilisation de près de 60 000 réservistes annoncés notamment par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et pour vous, c'était l'expression en tout cas d'une véritable d'une frayeur en tout cas d'Israël qui est finalement surpris face à cette offensive du Hamas.
Gamal, je vous en prie. J'avais pas vu me parler avant. Vous pouvez répéter la question, je n'ai pas bien entendu. Oui, vous étiez en train de dérouler, en tout cas, à la suite de l'annonce faite en journée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui annonçait mettre désormais à disposition de l'armée locale près de 60 000 réservistes, ce qui augmenterait donc les rangs à près de 360 000 hommes pour aller, bien entendu, répondre à l'offensive du Hamas. Et pour vous, c'était pour vous un véritable aveu d'impuissance et de faiblesse de la part de l'entité sioniste. Tout à fait. Ce qu'ils ont démontré, c'est qu'en mettant 360 000 hommes dans une guerre asymétrique, la seule chose qu'ils veulent démontrer, c'est de la puissance. Sauf que la puissance, elle a été largement entamée, puisqu'ils n'ont pas su, 50 ans après la guerre de 73, ils n'ont pas su qu'il y aurait une action qu'en Russie dernière change la donne. Ils n'ont pas su que les Palestiniens avaient une colère qui dure depuis des années. Je rappelle que c'est 30 ans après les accords d'Oslo, 50 ans après la guerre de 73, et les Palestiniens avaient décidé de reprendre leur destin en main. Et c'est vrai que cette façon de présenter 360 000 soldats pour aller prendre quoi? Gaza, 2 millions de personnes, détruire toute une bande côtière de 12 km par 45, il faut autant d'hommes pour ça? Non, c'est pas très sérieux. En vérité, Israël s'est complètement fourvoyé, s'est complètement planté. Leur service de renseignement, le Mossad et Shin Bet, n'étaient pas à la hauteur. Leur système de sécurité, ce fameux mur ridicule qu'ils avaient érigé, a été percé de partout, mais surtout, et c'est le plus important, le dôme de fer, qui prétendument devait arrêter 95% des missiles, a été complètement noyé par 4 à 5 000 roquettes qui ont été tirées et qui ont largement démontré l'inefficacité de ce système prétendument imparable. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il va aligner 360 000 réservistes, c'est une façon de se venger. On n'est plus dans une guerre une volonté de montrer qu'il est le plus fort, puisqu'ils ont montré leur faiblesse. On est dans une volonté de punir. L'objectif de Netanyahou est très simple, c'est de tuer 10 fois plus de Palestiniens que les Israéliens ont été tués. Ils ont perdu à peu près entre 1000 et 2000 personnes. Ils vont certainement tuer entre 10 et 20 000 Palestiniens. La problématique qui se pose, c'est que l'effet de contamination avec le Hezbollah dans le nord, avec effectivement d'autres groupes armés qui pourraient être actifs, avec l'autre bande, entre guillemets, côtière, d'un côté la bande de Gaza, de l'autre côté tout ce qui concerne la Cisjordanie, il peut y avoir un effet de contagion. Plus durera la guerre, plus les risques seront grands. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'en Égypte, 2 Israéliens ont été tués par un policier égyptien, parce que la colère gronde. Au Maroc, par exemple, la population a manifesté à Rabat, manifesté dans le nord aussi, pour dire leur soutien à la Palestine. Donc il y a une multiplication de manifestations. Au Yémen, des centaines de milliers de personnes ont manifesté alors que le pays est en guerre en faveur de la Palestine. En Irak, c'est pareil. En Iran, c'est pareil. C'est-à-dire que la plupart des pays arabo-musulmans manifestent en soutien à la Palestine. Et plus durera la guerre, plus l'humiliation face à Israël qui utilise un marteau pour toucher une mouche ne fonctionnera pas. J'ai envie de dire simplement, c'est que d'un côté, on a un David, de l'autre côté, le Goliath. Le David n'est plus israélien, il est palestinien, le Goliath est devenu israélien, mais c'est un colosse au pied d'argile qui est incapable de pouvoir réduire la résistance héroïque palestinienne et qui aujourd'hui nous sert la sérénade des attentats terroristes, du terrorisme international, de Daesh, toutes ces stupidités, alors qu'en réalité, le seul ennemi que les Palestiniens ont en Palestine, c'est l'occupation israélienne. Donc aujourd'hui, ils ont du mal avec ça. Mais dans les faits, aligner 360 000 réservistes face à quoi? 3 000, 4 000 combattants de Raza, ça ne tient pas la route. Donc l'objectif, c'est pas de tuer les combattants de Raza, c'est de tuer le plus de Palestiniens possible pour montrer qu'Israël n'a pas été en difficulté. Pour vous donner un exemple très concret, en 73, 2500 Israéliens militaires ont été tués contre près de 25 000 Égyptiens. Le rapport, c'est de 1 pour 10. À chaque fois qu'ils faisaient la guerre, c'est toujours de 1 pour 2, 3, 4 ou 10. Cette fois-ci, le rapport est inversé. Donc, ils vont tenter de prendre Gaza par la mer et par le sol, mais ils n'y parviendront pas parce qu'il faut tuer beaucoup de monde pour obtenir le contrôle de Gaza. Donc aujourd'hui, Israël est en difficulté, essaie de redorer son blason, mais c'est un échec total. Et la seconde partie, ça va être politique. Le peuple israélien va devoir demander des comptes à l'entité sioniste parce qu'ils n'accepteront pas d'avoir été à ce point mis en difficulté. Je ne parle même pas des prisonniers de guerre, effectivement, qui vont être une monnaie d'échange.
des otages, parlons plutôt des otages de guerre. Gamal, je reste pour insister en 10 secondes avec vous. Effectivement, vous avez évoqué ces manifestations qui sont multipliées, mais les plus impressionnantes, les plus particulières, celles qui ont eu lieu hier en soirée du côté des États-Unis. On a eu des manifestations devant donc le consulat israélien à New York, monsieur, avec pour leitmotiv de protester contre ce qui se déroule, bien entendu, bien au-delà de leurs frontières, mais donc les implications, les imbrications auraient peut-être, bien entendu, les origines américaines. Une telle protestation locale, parlant des USA, peut-elle avoir, bien entendu, un apport concret dans la dynamique, je dis, de résolution finalement pacifique de ce conflit? Ce qui se passe, c'est que la communauté juive américaine ne fait pas confiance à ce gouvernement d'extrême droite qui dirige Israël. Aujourd'hui, aux États-Unis, les juifs américains, qui sont pragmatiques, disent on avait une chance de paix avec les accords de 93 qui n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, ils se disent ça devient dangereux parce que c'est devenu l'État le plus dangereux pour les juifs dans le monde entier. Alors, ils nous sortent à chaque fois les mêmes sérénades, la Shoah, l'Holocauste, les juifs qui sont tués pour des raisons antisémites, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Dans les faits, la pression mise sur le peuple palestinien a explosé. Tout le monde s'y attendait, c'était pas une surprise. On savait pas quand ça devait arriver. Et les juifs américains, qui sont américains avant tout, considèrent que le gouvernement d'extrême droite qui est aux commandes, qui veut confisquer tous les pouvoirs avec ses réformes judiciaires, a emmené cet État vers le mur. Aujourd'hui, il y a une véritable exode de la population israélienne qui en a ras-le-bol de vivre dans des conditions comme ça, de tensions permanentes, de crise, première intifada, deuxième intifada, des guerres en cascade, toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Je donne une liste rapide. Sud-Liban 2000, un échec. 2006, un nouvel échec, 2006, 2008 contre Gaza, un échec, 2014, un nouvel échec, et cette fois-ci à nouveau un échec. Donc Israël aligne les défaites militaires, est incapable d'éradiquer la résistance palestinienne, et les juifs américains qui ont du recul se rendent compte qu'avec un gouvernement d'extrême droite raciste, qui a utilisé des termes extrêmement violents vis-à-vis des Palestiniens, en les traitant d'animaux, et ben ce gouvernement a amené sa propre population vers le mur. Et c'est ça la question qui doit être posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'Israël continuera à être soutenu de façon aveugle par les États-Unis, sans calcul de la part des dirigeants américains? Je n'y crois pas, et je pense que effectivement l'impérialisme américain va tout faire pour ramener à la table de négociation Israël, parce qu'aujourd'hui c'est plus tenable et que le monde change très très vite. Tout à l'heure, si les éléments sont réunis pour évoquer une véritable médiation, qu'elle soit celle du Moyen-Orient ou alors américaine. Jamel Gessoum, je vous retrouve rapidement et tout à l'heure, Gamal a tenté d'effleurer, bien entendu, d'établir le parallèle entre les événements d'octobre 1973 et ceux d'octobre 2023. Cela fait quasiment 50 ans qu'il y a eu une véritable confrontation entre l'État sioniste, notamment, et la Palestine. Alors, si on essaie de rapprocher, bien entendu, ces deux événements, ces deux dates, est-ce qu'il y a des éléments de convergence? Est-ce qu'il y a des éléments de divergence que l'on pourrait bien entendu énumérer pour essayer bien entendu de mieux comprendre le contexte qui prévaut dans le Moyen-Orient, notamment au sein de ce conflit, vieux conflit qui oppose l'État sioniste et la Palestine? Alors moi, ce que j'aimerais en dire, c'est que tout d'abord, si on doit faire le parallèle entre 73 et aujourd'hui, on peut le faire d'une certaine manière, notamment en rappelant l'acte de traîtrise du roi du Maroc Hassan II, qui avait hébergé des agents du Mossad pendant qu'il y avait une réunion arabe juste avant la guerre. Et c'est la raison pour laquelle la guerre a été perdue. Ensuite, moi, ce que j'aimerais dire et rappeler, parce qu'il y a Monsieur Dalédo qui avait parlé de la question de l'antisionisme et de l'antisémitisme, j'aimerais juste faire un rappel en bref sur le fait que lorsque dans le monde entier et l'antisioniste en particulier rappelle la question de la Shoah, ce qui a été aussi indiqué par Gamal, j'aimerais juste rappeler que si les Juifs ont été gazés, ils l'ont été en terre européenne par des Européens, et à côté de cela, ils ont été protégés par des pays arabo-islamiques. Ça, c'est pour le contexte. Ensuite, sur la question qui a été soulevée, qui fait partie de votre question et qui a aussi été abordée par Gamal, sur la question du nombre. J'aimerais dire que nous ne sommes plus dans les guerres
de l'an 600, 700, 800, où le nombre avait une importance particulière. La preuve en est, c'est que si le nombre était important, les États-Unis n'auraient pas perdu la guerre au Vietnam. Donc il ne s'agit plus d'une question de nombre, mais il y a une question bien plus essentielle que celle-ci, qui est la volonté des peuples, la volonté de leurs représentants à libérer leur peuple. Et je pense que cette volonté, ce fut le cas d'ailleurs durant la guerre d'Algérie, où nous étions très peu et très mal armés, mais que politiquement nous avions gagné. Et c'était exactement la même chose pour nos frères et sœurs palestiniens. Ça ne va pas être 300 000 ou 320 000 soldats, qui n'est qu'un chiffre pour montrer qu'on reprend la situation, qu'on reprend le dessus, mais sur la question du terrain, aucun soldat israélien n'aura jamais la volonté qu'ont le peuple palestinien et ses combattants, que ce soit le Hamas ou d'autres organisations. J'avais été d'ailleurs reçu en 2015 de mémoire par le numéro 2 du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassim, que je salue. S'il est encore vivant, je crois qu'il est décédé d'après ce que l'on m'a dit, et nous avions évoqué aussi la question du Sud-Liban et du mouvement de la résistance. Ce que j'aimerais dire aussi par rapport à cela, c'est que je me suis rendu compte, et c'est pour faire un lien, non seulement avec les Palestiniens, mais aussi avec celles et ceux qui sont pour la cause palestinienne, qu'au Liban, par exemple, pour connaître le Liban et Beyrouth, et j'ai été hébergé dans le quartier sud, c'est que l'ensemble des Libanais, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur confession, eux sont tous derrière le Hezbollah, qui représente le mouvement de résistance à ce qui a été une catastrophe perpétrée par l'entité sioniste, qu'on appelle entre mille guillemets Israël. Moi, Israël, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un prophète que l'islam reconnaît, mais ce n'est pas un territoire. D'ailleurs, M. Dalédo, je crois, avait évoqué très rapidement la question des Juifs en Israël, ou en tout cas dans l'entité sioniste, qui ne reconnaissent pas le pouvoir sioniste. C'est que même le Juif le plus, je dirais, méconnaissant de sa propre religion, reconnaîtra que dans la Torah, la naissance d'Israël ne se fera que par la présence du Messie, et je crois que ce n'est pas Benjamin Netanyahou ni Ben Gourion. Donc de ce point de vue, il faut être tout à fait clair sur cette question. Là où c'est important, et vous l'avez évoqué, c'est la question des manifestations qui se produisent dans les pays arabes, et notamment au Maroc, où le pouvoir marocain s'est allié avec le diable. Il en paiera malheureusement un jour le prix, et le prix fort. Le peuple marocain dans son ensemble est contre cette aliénation, même pas alliée, mais aliénation à l'entité sioniste. L'entité sioniste crée des conflits partout où ils sont. Ils se sont impliqués dans la question du Soudan pour arriver à diviser le pays en trois. Ils sont impliqués avec les Émirats arabes unis également, aussi bien en Libye qu'au Soudan, et ils voudraient se rapprocher vers le Maghreb pour faire exactement la même chose, mais avec le Maroc. Mais je pense que aujourd'hui, depuis l'avènement d'Internet, on ne peut plus trop raconter de sottises aux hommes et aux femmes qui ont envie de se renseigner. Je pense et j'espère très sincèrement que le revers de l'entité sioniste, fasciste, c'est exactement la même chose. Je ne sais même pas pourquoi on se trompe ou on se perdrait à utiliser des termes sionistes, fascistes, c'est exactement la même chose. La question, ce qu'a soulevé Sergei Lavrov sur la volonté, ça a été aussi rappelé, je crois, par Gamal, sur la volonté des États-Unis de maintenir la guerre, car ce n'est qu'à travers la guerre qu'ils pourront garder leur expansion, même s'ils perdent en influence partout dans le monde. D'ailleurs, vous avez évoqué, je crois que c'est M. Dalédo qui a évoqué la question de l'Union européenne, ou c'est vous qui avez posé la question sur la position de l'Union européenne. Quand vous avez une Union européenne qui n'est même pas capable de comprendre l'Ukraine, le problème ukrainien qui est à ses portes, comment voulez-vous qu'elle comprenne un pays comme la Palestine qui est sous couvert de bombes et sous domination et une prison à ciel ouvert
depuis 1948. La fin du film, je crois, commence très sérieusement à sonner. Ceux qui habitent en Israël ou dans cette entité fasciste comprendront un jour ou l'autre l'erreur qu'ils ont fait à soutenir des fascistes à la tête de leur pouvoir mesquin et assassin. Merci à vous. Abdel Salem Itache, je vous retrouve. Vous êtes bien entendu journaliste et tout à l'heure on a convoqué avec Gamal Abina la volonté de Benjamin Netanyahu de pouvoir gonfler bien entendu les rangs de son armée. Alors, est-ce que quand on convoque cet élément Abdel Salem Itache, l'on se dit dans le fond que l'on se rapproche, que l'on s'éloigne visiblement de toute démarche de pacification de ce conflit et que la guerre, elle va véritablement et très certainement durer? Oui, vous avez raison. En effet, on est très loin des accords d'Oslo. Mais petite précision, d'abord, je suis très honoré de participer à cette émission que je fais depuis l'Afrique, depuis notre continent, depuis l'Algérie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'Algérie est à l'heure palestinienne. Le peuple algérien est derrière sa petite sœur, la Palestine, la Palestine. Il y a des soucis avec Abdel Salem. Bien sûr. Et aujourd'hui, je dirais aujourd'hui plus qu'hier, voilà, tout peuple a le droit, n'a pas mais ce qui est quand même scandaleux, c'est les propos du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui ordonne un siège complet et qui déclare que nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Donc en fait, on déshumanise un peuple parce que c'est beaucoup plus facile de tuer un animal que de tuer un homme. Et aujourd'hui, Gaza est sous bombe. Nous avons une prison à ciel ouvert. Et mes mots, quand je dis un camp de concentration, où là, des soucis de concentrer les gens. Abdel Salem Itache, je crois qu'on va retrouver Dimi. Aujourd'hui, rapidement, Dimi, il nous reste quasiment une cinquantaine de minutes avant de refermer cette production. Alors, la position américaine, elle est une fois encore guillotinée sur le cas de ce conflit israélo-palestinien. Mais restons un soit peu sur cette lecture d'Abdel Salem Itache. Oui, la guerre va durer, mais est-ce que l'entité sioniste aura les capacités pour tenir? Parce que Benjamin Netanyahu a d'ailleurs émis quelques doutes sur la capacité opérationnelle de son armée à tenir véritablement sur un conflit qui pourrait bien entendu s'étendre pour les mois à venir. Alors, c'était pour moi. Oui, Dalido, je vous en prie. Ouais, d'accord. Oui, alors sur la guerre, malheureusement, la guerre va continuer parce que tant que le nouvel ordre mondial qui s'approche n'a pas trouvé de débouché politique stable, la guerre va continuer. Alors il y a deux choses quand même importantes. Il ne faut pas oublier que le gouvernement israélien met en application une guerre, c'est une politique, c'est une ligne politique qui met en application. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une ligne politique. Et politiquement parlant, le gouvernement israélien a perdu. Pour la simple bonne raison qu'actuellement il y a des manifs un peu partout dans le monde, que des manifs en France aussi, en France par exemple, les manifestations pro-israéliennes sont autorisées, tandis que les manifestations pro-palestiniennes sont interdites. La plupart, il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, très durement, très difficilement, et lorsque vous réprimez des manifestations, lorsque vous interdisez des manifestations, alors que dans le même temps, vous autorisez les manifestations du camp adverse, c'est que vous admettez votre défaite politique. Donc, encore une fois, il y a deux points importants. Deux points d'inquiétude. Le premier point d'inquiétude, et c'est ça qui fait aussi que la guerre va continuer, c'est que va se poser d'une manière immédiate la question de la Méditerranée orientale. Je rappellerai quand même qu'en Méditerranée orientale, il y a des zones d'hydrocarbures à l'est, on va dire à l'est de la bande de Gaza, est-ouest de la bande de Gaza. Il y a des zones d'hydrocarbures qui étaient divisées en deux, notamment une partie qui était gérée par le Liban après certains accords.
Ça risque d'être mis en cause parce que le Hezbollah, évidemment, et très justement, va aider la résistance palestinienne. Donc les accords concernant ces hydrocarbures risquent de voler en éclats, ce qui va attiser les appétits voraces des différents monopoles du capital, des différentes multinationales, comme Total par exemple, qui souvent sont basées à Chypre, un tout petit peu plus loin, Chypre qui est un paradis fiscal, et ils ont des navires militaires qui seront stationnés, ils vont attendre que ces accords soient volés en éclats pour pouvoir intervenir et choper les zones d'hydrocarbures. Ça, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète. N'oublions pas aussi qu'il y a une véritable guerre de l'eau qui s'opère au niveau international. La Méditerranée orientale va se poser, le contrôle de la Méditerranée orientale va se poser, le contrôle de la mer Rouge et du détroit du Tiran va se poser, évidemment celui du canal de Suez. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est bon de rappeler que l'Égypte et l'Arabie Saoudite, intégrant les BRICS et le bloc du Nouveau Monde en 2024, vont se positionner. Et donc tous ces éléments-là, si vous voulez, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de porte de sortie actuellement. Tout le monde le veut. Toutes ces zones-là, tout le monde veut les contrôler. L'impérialisme nord-américain, les États-Unis veulent contrôler tout ça, parce qu'à un moment, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Le monde a changé, et en même temps, il y a le bloc de l'Est, impulsé par l'entente sino-russe, qui eux aussi veulent leur part du gâteau, et en ont marre de ce dollar à outrance donc ces zones-là seront, c'est un petit peu comme un gâteau sur lequel tout le monde va bondir. Donc ça va attiser la guerre. Moi, je finirai juste par un élément, parce que on peut pas parler de la Palestine sans parler de la violence de Tsahal contre les Palestiniens, notamment des enfants. Je vous rappellerai quand même que entre 2015 et 2022, ça ce sont les chiffres de l'ONU et les chiffres de l'ONG Human Rights Watch, HRW, qui démontrent qu'en fait, c'est plus de 8700 enfants qui ont été tués par l'armée de Tsahal. Lorsqu'il y a eu la marche du retour entre 2018 et 2020, la marche du retour qui s'est produite devant la clôture, vous savez, la clôture qui sépare Israël de la Palestine, des tirs, voilà, c'est plus de 59 enfants qui ont été tués, et ce sont des tireurs d'élite qui ont été qui visaient, c'est-à-dire des gens qui étaient armés, posés, merci et à vous, qui ont Dimi. tué 59 enfants. Merci à vous, Dimi. On va rapidement sortir, Gamal, avec vous. L'enjeu, c'est donc cette bande de Gaza, et donc l'offensive, et donc les regards sont désormais croisés, que ce soit du côté de Hamas ou alors d'Israël, de l'entité sioniste, ce qui laisse donc croire, bien entendu, que les jours qui arrivent vont s'annoncer, bien entendu, corsés au sein de cette bande de Gaza. Donc l'enjeu est pour l'entité sioniste, et bien entendu la récupération de cet espace-là pour mieux acculer, bien entendu, la Palestine. Et à quoi devrait-on s'attendre finalement dans les jours qui arrivent, notamment très certainement demain? Beaucoup d'esbrouves de la part du Premier ministre sioniste qui a décidé de montrer les muscles. J'utiliserai pas le terme de mon ami Jimmy, je n'utilise pas le terme de Tsahal. Je n'accepte pas qu'on utilise un joli sobriquet pour donner l'impression que cette armée barbare est une armée sympathique. C'est une armée de criminels qui tue des gens, qui tue des enfants, ça vient de dit par Jimmy. Donc Tsahal, pour faire gentil, non. Il n'y a aucune armée au monde qui a un petit nom, sauf la leur, parce qu'ils veulent donner l'impression que c'est une armée qui est soi-disant morale. Elle n'est pas morale. Une armée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, reste quelque chose de violent. Une armée tue, une armée ne fait pas de cadeaux à la population, une armée n'est pas là pour ça. Donc j'utilise le terme armée israélienne sioniste, ou simplement armée sioniste, ou armée coloniale, on peut utiliser tout un tas de termes qui correspondent plus à la réalité. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rentrer en force dans Gaza en espérant deux choses. La première, montrer qu'il est le plus fort, ce qui est largement perdu aujourd'hui, parce qu'effectivement, cette aux yeux des Arabes va résonner longtemps dans les esprits. Ils savent maintenant qu'il suffit de quelques missiles avec une guerre asymétrique, quelques partisans, quelques combattants, 300, 400, ils sont capables de mettre à genoux la grande puissance, soi-disant super impériale israélienne qui n'a pas tenu. Donc il veut faire ça pourquoi? Pour faire très mal, pour tuer. L'objectif c'est de tuer le plus de Palestiniens possible et pour casser l'esprit de résistance. Sauf que quand on rentre dans un engrenage qui est comme ça, on sait où on commence, on ne sait pas où ça se termine. Et surtout, le risque, c'est que les vendus, les nations arabes qui ont composé, qui ont fait leur paix séparée, risquent de devoir rendre compte à leur peuple. Parce qu'il y a 5 nations arabes qui ont baissé, qui ont plus d'honneur, qui ont baissé leur honneur. Je ne parle pas de l'Égypte qui a fait ça il y a très longtemps, mais Oman, les Émirats arabes unis, le Maroc, évidemment, la Jordanie qui a toujours trahi,
ces pays-là, aujourd'hui, se regardent, surtout la Jordanie, 80% palestiniens dans la population, vont avoir du mal à justifier pour leur population qu'ils ne bougeront pas. Ces pays-là vont avoir du mal à justifier de leur position attentiste ou même lâche. Et donc aujourd'hui, les pays du front du refus, ceux qui tiennent le coup, les 17 pays arabes qui n'ont pas composé avec cet État, vont commencer à réfléchir à la suite. Donc si ce qu'on appelle Israël ne propose pas la paix, qui a été proposée à de maintes reprises par les Arabes, si elle n'accepte pas de composer, elle finira évidemment par avoir des conséquences extrêmement fâcheuses sur son armée et sa population. Donc aujourd'hui, il montre les muscles, il va tuer beaucoup de Palestiniens, parce qu'il va faire des comptes d'apothicaire, il va se dire, bon, j'ai eu 2000 morts chez moi, il faut que j'en tue 10 fois plus. Voilà l'objectif de ce barbare. Et il le fera parce que ces ministres parlent d'animaux, de non-humains, et ça, je suis désolé, il faut utiliser les termes exacts. Quand un homme vous dit que vous êtes un animal et pas un être humain, ça s'appelle du nazisme. Les nazis ont dit ça des juifs à l'époque, et c'était écœurant. Ils disaient que les juifs étaient des Untermenschen, ou pire encore, que c'était des baciles, des animaux, quasiment du bétail, ou presque des maladies infectieuses. Eh bien, c'est ce qu'utilisent comme terme actuellement certains ministres. Jamal Abina, le temps est parti à séance. Donne rendez-vous demain, certainement, pour un autre checkpoint informationnel autour de la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après moi, nous aurons donc la grande édition du mérite panafricain. À très bientôt. Bonsoir.